Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis toujours dans la philosophie du travail, autrement dit facere. Et dans cette troisième leçon, je voudrais aborder directement la description des diverses phases qui font l'activité du travail. Donc une sorte d'analyse de ce qui constitue l'activité de l'art dans toutes ses dimensions, dans tout son devenir. C'est autour de ces diverses phases que, ensuite, étape par étape, nous allons procéder à la suite du père Marie-Dominique Philippe à une analyse de chacune de ces phases. Et en fait, on découvre ces phases très simplement en regardant comment en nous, l'activité artistique se développe. Comment est-ce qu'elle atteint son terme à travers l'œuvre? Comme toujours, dans cette philosophie qui est réaliste, c'est l'expérience interne mais aussi externe que nous avons nous-mêmes du travail qui sert de base à la recherche philosophique. Et on verra que, étant fixé sur la réalité de cette façon-là, on atteint véritablement à une analyse complète et profonde. Alors, je dirais que le père Marie-Dominique Philippe se plaisait à développer cette analyse de l'activité artistique en parallèle, dans une pensée analogique, donc pour mieux comparer et pour mieux manifester la différence avec l'analyse de l'activité morale. Et donc, je procéderai de la même façon. Ça veut dire que je mettrai toujours en parallèle et face à face, afin de mieux les manifester, les phases successives de l'activité artistique et les phases successives de l'activité morale. Alors, on le reconnaît, l'activité artistique, elle prend sa dimension plénière lorsque l'homme se met en marche en vue de réaliser une œuvre artistique ou une œuvre utilitaire. Donc soit qu'il recherche la beauté à travers l'art, soit qu'il recherche l'utilité, l'efficacité à travers une œuvre qui est utile. De même, l'activité morale, au sens littéral, ne démarre que lorsque on pose un acte libre vers celui ou celle qui est notre finalité, dont on veut faire notre ami. Et donc, lorsqu'intervient ce qu'on appelle l'intention de vie. L'intention de vie, c'est quand, ayant découvert que j'aime naturellement, sans l'avoir voulu, une personne, je me mets en marche en me disant « cette personne-là peut devenir mon ami, donc je peux en faire la finalité morale de ma vie, ou une des finalités morales de ma vie si on a plusieurs amis. » Il y a donc, préalablement à l'activité morale au sens propre, une activité vitale de la volonté capable d'aimer. Et c'est ce que le père Marie-Dominique Philippe appelait le premier amour qui n'est pas libre et qui fait qu'on a sa volonté qui est comme attirée vers le bien étant l'ami, mais l'ami n'étant pas encore dans une relation réciproque d'amour, d'amitié. Eh bien, je dirais qu'il se passe quelque chose d'analogue pour ce qui est de l'activité artistique. Ça veut dire que, avant d'exercer soi-même une activité, donc de travailler en vue d'une œuvre, eh bien, on peut connaître une série d'expériences artistiques, d'expériences très fortes même, qui soit portent vers l'admiration envers une œuvre qui est belle, qui suscite une émotion intense, qui provoque en nous l'expérience de la beauté. Soit aussi, ça peut arriver pour des personnes qui sont moins sensibles à cette beauté pure, lorsqu'on est confronté à une œuvre utile mais réussie. Je veux dire par là que quelqu'un qui a l'intelligence non pas de la beauté mais l'intelligence de l'utilité dans l'art, lorsqu'il est confronté par exemple à un magnifique avion comme le Concorde, qui est une œuvre complète, réussie, parfaitement adaptée à ce pourquoi elle est faite, eh bien, il peut être pris par une expérience sensible qui admire la beauté des lignes, c'est vrai, mais aussi l'adaptation de cette beauté à l'utilité,
ça veut dire la capacité à dépasser la vitesse du son, comme un aigle, je dirais. Et donc, l'expérience artistique qui s'impose à soi, qui provoque une émotion, eh bien, elle n'est pas encore, certainement, une activité artistique au sens propre, mais elle la devance, et c'est par elle qu'on va commencer l'analyse, c'est-à-dire qu'on recherchera comment naît en nous ce qui plus tard produira la capacité de créer soi-même une œuvre. Alors, des expériences artistiques, on en a tous fait, normalement, si on est des êtres humains, et elles sont extrêmement diverses, elles portent sur beaucoup de réalités. Elles peuvent porter sur une beauté extérieure, mais aussi sur une beauté intérieure, un comportement qui s'est réalisé dans l'honneur, dans la droiture, et qu'on peut admirer. Cette expérience artistique peut se prolonger lorsqu'on s'arrête sur ce regard dans une deuxième phase qui est beaucoup plus profonde et qu'on qualifie de contemplation artistique. La contemplation artistique, c'est quand, mettant un terme à toutes ces activités successives, étant fasciné par une expérience esthétique, telle que je viens de l'indiquer dans l'expérience tout de suite, que ce soit une œuvre belle ou une œuvre utilitaire, eh bien, on s'arrête et on contemple. Et cette contemplation peut se prolonger. Elle est source d'un plaisir intense. Et donc il faudra analyser cette deuxième, je dirais, cette deuxième expérience de l'ordre artistique, qui n'est pas encore une activité, qui est plutôt une passivité. Mais cette deuxième expérience en la distinguant bien des autres types de contemplation. La contemplation par rapport à la bonté, la contemplation par rapport à la vérité, la contemplation mystique aussi, qui porte sur l'être premier. Ce qui caractérise nos expériences de contemplation artistique, c'est une qualité toute particulière qu'il faudra analyser, à savoir la splendeur d'une forme. Une forme, ça veut dire une détermination, qui peut être parfois la figure extérieure lorsqu'on contemple la beauté d'un visage, la beauté d'une statue, mais qui peut être aussi une forme plus intérieure, comme lorsqu'on contemple la beauté d'un comportement, la beauté d'une âme. Mais ça peut être aussi la contemplation de l'adaptation de la beauté à l'utilité, lorsqu'on contemple une œuvre utilitaire, comme je l'indiquais tout à l'heure. Il y a même une certaine contemplation artistique que peut éprouver le mathématicien par rapport à une démonstration qui est simple, qui est parfaitement réussie, ou par rapport à une équation pour le physicien, comme par exemple cette équation qui tient en quelques lettres et qui dit tellement de choses de la réalité, l'équation d'Einstein, E égale mc2. Évidemment, il faut avoir une capacité de comprendre ce genre de science pour entrer dans une telle contemplation. Ces deux activités, donc l'expérience artistique, la contemplation artistique, sont un petit peu comme l'humus, dans lequel va s'approfondir et peu à peu se fortifier notre goût pour l'activité artistique. Évidemment, c'est une base fondamentale. Et si on n'a eu jamais aucune contemplation de ce genre, je pense qu'il sera difficile après d'entrer dans une véritable activité qui produit par soi-même, par sa propre inspiration, une œuvre. Et justement, lorsqu'on entre ensuite dans ce que j'appellerais véritablement l'activité artistique, eh bien on constate que ce qui est premier, ce qui démarre l'activité artistique, c'est ce qu'on pourrait appeler, lorsqu'il s'agit d'une œuvre belle, l'inspiration. L'inspiration, c'est une émotion créatrice qui prend pouvoir de soi, qui peut prendre tout d'un coup pouvoir de soi, et qui provoque une sensation très forte en soi, parce que elle porte en elle l'idée de construire une œuvre. Elle aboutit d'ailleurs, lorsque c'est une inspiration qui est véritablement aboutie, elle aboutit à ce que j'appellerais un projet artistique. Alors évidemment, l'inspiration artistique qui porte sur le beau, elle a une émotion particulière.
Mais il y a un autre genre d'inspiration artistique qui est beaucoup plus réfléchi, qui porte peut-être moins d'émotion, parce qu'elle n'est pas toujours en rapport avec le beau. C'est l'inspiration envers la création d'une œuvre utilitaire, que d'ailleurs on n'appelle pas tellement inspiration, qu'on appellera plutôt réflexion intense. Réflexion intense en vue d'un projet. Si par exemple les frères Adler, lorsqu'ils voulurent fabriquer leur premier aéroplane, eh bien, se penchèrent sur ce projet. Ils avaient l'idée de faire voler un plus lourd que l'air. Je ne pense pas qu'ils éprouvèrent une émotion artistique comme là un peintre, quelqu'un qui va se mettre en marche vers une peinture. Par exemple, lorsqu'il rencontra la beauté de celle qui devait devenir sa Joconde, et lorsqu'il l'a mis pendant des années sur sa toile, modifiant sans cesse le galbe du visage, le sourire. Il y a une émotion particulière à l'inspiration vers le beau, et il y a plutôt une réflexion technique extrêmement précise, critique, lorsqu'il s'agit de créer un projet vers l'utile. Dans cette aspiration artistique, que ce soit vers le beau, que ce soit vers l'utile, il va y avoir un choix de moyens, mais aussi un choix de forme par rapport au projet que l'on veut établir. Donc un choix qui va discriminer les choses. Ce choix, il se fait véritablement en fonction de l'inspiration. Et c'est l'inspiration plus le choix qui vont aboutir au projet. Le projet étant ficelé et étant le centre vital de toute l'activité artistique. Ce projet portant en lui véritablement une tension vers l'œuvre qu'il va falloir créer. Alors, si on pose une analogie par rapport à l'activité morale, eh bien je dirais que l'inspiration, le choix, serait analogue à ce qui existe en morale et qu'on appellerait l'intention de vie. Il y a en effet des choses communes entre, d'un côté, l'inspiration accompagnée de son choix, sa discrimination par rapport à des moyens, et de l'autre côté, l'inspiration. Mais ce n'est qu'une analogie, ça veut dire qu'il y a d'abord des choses différentes. Alors ce qui est commun aux deux, c'est que c'est là où pour la première fois s'exerce une liberté, un acte qui vient de ma propre volonté. Dans les deux cas, que ce soit l'intention de vie, où je fais de cette personne que j'ai aimée préalablement sans l'avoir choisie, comme cela, j'en fais ma finalité. Parce que, ayant réfléchi, ayant posé le pour et le contre, m'étant renseigné sur ce qu'elle est, je comprends qu'elle peut véritablement être digne d'être aimée. Dans l'inspiration et dans le choix des moyens qui aboutissent au projet, de la même façon, j'exerce pour la première fois mon activité volontaire libre, mon intelligence réfléchie au projet. Alors certes, dans l'inspiration, il y a comme un démon, entre guillemets, comme un génie qui vient prendre l'artiste, en tout cas lorsqu'il tend vers une œuvre belle, et qui dépasse quelquefois sa liberté. Par contre, dans l'œuvre utilitaire, c'est véritablement l'intelligence de l'ingénieur qui se met en marche. Et là, il y a très peu de place à l'émotion artistique vers le beau. C'est plutôt une discrimination de ce qui est utile pour réussir le projet. Le premier amour dans l'activité morale, il s'était imposé. J'aime cette personne parce que mon intelligence et ma volonté sont attirées vers elle, naturellement, sans que je l'ai choisie. Analogiquement, l'expérience artistique qui provoque cette émotion intense vers la beauté, la contemplation artistique, qui est une prolongation de l'expérience artistique, eh bien, l'émotion n'est pas maîtrisée. Elle vient comme cela de manière magique. Alors, s'il y a quelque chose de commun, il y a d'abord et avant tout quelque chose de différent entre ces deux activités. C'est que dans l'activité morale, la personne, le bien que j'aime, eh bien, elle existe avant moi. Je n'en suis pas créatrice.
elle s'impose à moi. Et c'est elle qui actue l'amour et qui provoque, si je le veux, une intention de vie vers elle. La grande différence, c'est que l'inspiration et le choix qui l'accompagnent viennent de moi. Ça veut dire que je suis libre de créer le projet que je veux. Il m'appartient, je le maîtrise. Il y a certes des contraintes qui s'imposent à moi, des contraintes par rapport à la beauté que je ne maîtrise pas. La beauté s'impose comme une émotion. Il y a une harmonie de mon être avec tel genre de beauté. De même, lorsque c'est une œuvre utilitaire, il y a des contraintes de nécessité par rapport à l'efficacité. Cependant, c'est moi qui choisis de faire cette œuvre-là et d'aboutir à un projet. Donc on le voit, il ne faut pas confondre ces deux activités, même si elles peuvent être mises comme cela en parallèle, en permanence. Alors, je dirais que lorsque l'inspiration a abouti, lorsque le choix a affiné l'inspiration pour la rendre concrète, eh bien, cela va aboutir à ce qu'on appelle un projet. Autrement dit, une idée de ce qu'on veut réaliser. Et ce projet, comme je l'avais indiqué dans la leçon précédente, c'est le cœur de l'activité artistique. Il en est la cause. Je dirais que l'inspiration n'existe et n'a de but que de produire ce projet. Et d'autre part, c'est ce projet qui va faire tendre à la réalisation vers l'œuvre. Donc, le principe d'intelligibilité de toute l'activité artistique, c'est l'idéa ou le projet. Dans l'activité éthique, l'intention de vie n'est pas principe à elle toute seule. Mais ce qui l'attire, ce qui suscite en moi l'intention, c'est le bien qui a provoqué le premier amour et dont je fais par l'intention ma finalité. Donc le principe d'intelligibilité de l'activité morale, c'est le bien qui devient la fin, à savoir, dans le cadre de l'amour d'amitié, la personne de l'ami que je choisis. Alors, ceci manifeste une fois de plus comment ces deux activités pratiques sont différentes. Dans l'art, je suis créateur de mon principe. Dans l'activité éthique, le principe s'impose à moi. Il me fait sortir de moi. Il existe avant moi. Alors, si maintenant je prolonge l'analyse de l'activité artistique, de l'activité du travail, une fois que le projet est là, qu'il est bien construit, eh bien, s'il s'arrêtait ici, on pourrait dire que ce n'est pas un véritable projet, ce n'est pas une véritable idéa artistique. Le projet porte en lui une tension vers la réalisation concrète. Il n'est pas seulement un rêve qui resterait dans la tête. Il veut s'incarner dans de la matière. Et c'est là que va apparaître le travail. Le travail avec tout son côté pénible, parce que la matière résiste, parce que des aléas vont apparaître en fonction de cette matière qu'il faut transformer. Le travail, lui-même, il est porté par l'idéa et il tend vers une finalité qui est l'œuvre qui doit aboutir. Eh bien, si je fais un parallèle maintenant avec l'activité morale, je dirais que une fois que on a fait de ce bien, de cette personne, sa finalité, eh bien, il va falloir choisir des moyens. Il va falloir prendre conseil. Parce que l'intention ne peut se contenter de cela. L'intention doit aboutir à quelque chose de réciproque. Ça veut dire que si je décide de faire de cette personne la finalité de ma vie, eh bien, cela n'aboutit en perfection que si la personne elle-même accepte de faire de moi la finalité de sa vie. Et donc, l'amour d'amitié sera réalisé lorsqu'il y aura réciprocité. Et donc, on choisit des moyens, on prend conseil pour les meilleurs moyens, en vue de réaliser ce qu'on appellerait un amour effectif, et qui ne reste pas qu'un amour affectif. Eh bien, analogiquement, dans le travail artistique, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Sauf que
c'est porté par l'inspiration, par l'idéa dont je suis le maître. Ça veut dire qu'il ne tient qu'à moi, en fonction des résistances de la matière, d'aboutir à l'œuvre. Alors que, dans le cadre de l'activité morale, la personne de l'autre n'est pas ma chose. Je ne la maîtrise pas. Si elle ne veut pas, ça n'aboutira à rien et je dois respecter cela. Comme il y a évidemment un parallèle entre les deux activités, on voit que parfois, il y a des personnes qui confondent. On pense parfois, par exemple, à ces hommes qui tombent amoureux d'une femme et qui, parce qu'ils en sont tombés amoureux, estiment avoir un droit sur elle. Et donc, si la femme résiste et ne veut pas, par exemple, les épouser, il arrive parfois que des hommes détruisent la femme en estimant qu'elle a commis contre eux un crime de lèse, on dirait de lèse-majesté, en n'acceptant pas d'obéir à leurs désirs. On peut dire que ces hommes-là ont confondu l'activité morale avec l'activité artistique. Dans l'activité artistique, rien ne m'empêche, comme le fit par exemple Van Gogh pour beaucoup de ses toiles, de détruire mon œuvre, si elle ne me plaît pas à la fin, si elle n'est pas conforme à mon inspiration. Dans l'activité morale, au contraire, la personne de l'autre n'est pas mon œuvre. Elle me dépasse, elle est plus grande que moi. Et donc, si son intention ne se tourne pas vers moi, je dois la respecter, parce qu'elle est avant moi. C'est quelque chose qui parfois est très difficile, et on voit parfois des mariages qui aboutissent à des divorces parce que, une fois mariés, l'un des deux tout d'un coup se croit en terrain conquis, et sa femme ou son mari deviennent un petit peu comme sa chose, qu'ils estiment pouvoir en disposer comme ils veulent, comme on disposerait d'un tableau qu'on peut regarder à volonté, qu'on peut suspendre à son mur. Et donc, ils font rentrer, parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que le mariage, la personne de l'autre, dans une relation artistique. Ils la possèdent et donc ils l'étouffent. Avant le mariage célébré, eh bien, il donnait une apparence de respect de l'autre, parce que justement, l'autre pouvait s'en aller quand il voulait. C'est comme si, dans certains cas, le mariage était l'acte de mort de l'amour, parce que, à cause d'une mécompréhension du contrat qui lie les époux, l'un se met à dominer l'autre. Dans l'activité artistique, au contraire, il y a toujours une maîtrise de l'artiste par rapport à son œuvre, qui sort en quelque sorte de lui, qui est produit par lui, et qui est mesurée tout au long de l'activité artistique par ce qu'on appelle un regard critique. Tout au long du travail, aussi bien l'artiste qui cherche à exprimer le beau qu'il porte en lui par l'inspiration dans son idéa, que l'ingénieur qui veut réaliser l'utile, eh bien, il porte un jugement artistique, critique, sur l'œuvre en train de se réaliser. Et il y a là quelque chose qui fait partie de l'activité du travail et qui devra être analysé par la suite. Donc le jugement de valeur artistique, il intervient tout au long du travail. Et c'est lui qui relie le travail en train de s'accomplir vers l'œuvre à l'inspiration qui a motivé toute cette activité. Le principe, qui est le projet, évidemment, est la mesure, la seule mesure de l'œuvre en train de se réaliser. Je dirais que c'est toujours à la lumière de ce principe qu'on pose un jugement critique. Si par exemple, l'œuvre belle ne correspond pas à l'inspiration brûlante que porte l'artiste en lui, eh bien, il sera triste, il sera déçu, il n'arrive à rien. Son activité ne sera pas épanouissante. On peut dire que l'inspiration et l'idée qui est portée arrivera à son terme lorsque l'artiste aura réussi à réaliser dans de la matière, quelle que soit cette matière, c'est un terme analogique, l'inspiration qu'il portait en lui. Par exemple, lorsqu'un professeur a la joie de voir un élève qui est plus fort que lui, qui le dépasse et qui même prolonge son œuvre, eh bien, pour un professeur au sens propre, qui a donné des cours comme le fait un artiste, c'est la plus grande joie qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas de jalousie. C'est quand
Un professeur, par exemple, on le voit chez des grands professeurs de médecine, est d'abord centré non pas sur son travail qu'il doit réussir, donc une œuvre aboutie, mais sur sa vanité, sur sa gloire, qu'on voit parfois des professeurs voler leurs idées à leurs disciples brillants. On les voit se les accaparer, on les voit signer des thèses de leur propre nom et obtenir le prix Nobel à la place d'un disciple qui, lui, avait eu l'intuition. Donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une faute morale et non plus d'une activité de travail au sens propre, dans la collaboration. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue dans l'activité morale à ce que j'appelle le jugement critique, le jugement de valeur artistique? Bien, je dirais que oui. Cela s'appelle le conseil. Lorsque on prend conseil de soi, au fur et à mesure qu'on applique des moyens pour conquérir le bien dont on veut faire sa finalité, il y a quelque chose effectivement d'analogue. Sauf que le conseil ne porte pas sur une œuvre qu'on voudrait transformer et qu'on voudrait adapter par rapport à l'inspiration qu'on est au départ. Le conseil, il porte plutôt sur la réalisation concrète, la réussite de cette transformation du bien en sa finalité. Je veux dire par là que si on ne se comporte pas bien avec une fille qu'on veut conquérir, parce qu'on ne s'adapte pas à sa personnalité, le conseil va faire qu'on va changer de moyen, qu'on va trouver quelque chose de plus, quelque chose d'adapté pour se faire remarquer d'elle. Alors que dans le jugement de valeur artistique, on mesure le travail à l'inspiration qui est au point de départ. Alors enfin, le dernier moment de l'activité artistique, c'est l'œuvre achevée. L'œuvre est achevée, on le sait, quand on se repose en elle, dans la contemplation de son œuvre et que c'est source de joie. Pourquoi c'est source de joie? C'est parce que la volonté qui s'est battue dans le travail pour faire coïncider ce qu'on voulait réaliser dans la matière à l'inspiration, eh bien, enfin, elle a atteint son but. Et donc, la fin de l'activité de la volonté, quand elle atteint son but, c'est la joie. De la même façon, dans l'activité morale, lorsque tout le travail de conquête du bien que l'on voulait transformer en sa finalité pour entrer dans un amour d'amitié réciproque aboutit de fait à un amour d'amitié réciproque, eh bien, la volonté, elle aussi, se repose dans la joie d'avoir réussi. Donc il y a bien, là aussi, une analogie à développer. Sauf que la joie artistique, elle met un terme à l'activité artistique. On peut dire que l'œuvre, à partir de là, elle vit sa propre vie. Elle existe sans qu'on ait besoin d'exister. Et je dirais que si l'artiste meurt après avoir réalisé son œuvre, eh bien l'œuvre est toujours là. La grande différence dans l'activité éthique, c'est que cette joie ne fait que démarrer une histoire. Et que, ayant abouti à un amour d'amitié, on n'a pas abouti au terme de l'amour d'amitié, mais on commence un chemin qui prendra toute la vie, parce que cet amour d'amitié devra s'approfondir, devra passer des épreuves, devra manifester sa fidélité à travers la disparition par moments de la joie. Lorsqu'on entre dans un amour d'amitié ou lorsqu'on donne la vie à un enfant, c'est pour toute la vie, ça implique une fidélité à jamais. Lorsqu'on crée une œuvre, eh bien je dirais qu'une fois qu'elle est achevée, elle se sépare de l'artiste, elle vit sa vie propre. Voilà donc, brièvement décrit, ce qu'on pourrait qualifier de l'analyse de l'activité du travail humain. Et donc, maintenant, étape par étape, dans les leçons qui vont suivre, toujours à l'école du Père Marie-Dominique Philippe, je vais reprendre chacune de ces activités. Donc d'abord, j'étudierai l'expérience artistique, préalable au travail. J'étudierai aussi la contemplation artistique, qui elle aussi est un préalable qui prépare l'entrée dans l'activité artistique efficace. J'étudierai ensuite l'inspiration,
et le choix qui l'accompagne, le choix par rapport aux moyens. Et ensuite, j'étudierai ce que c'est que le projet qui est au centre de tout cela. Je passerai ensuite à l'étude du travail, et ce travail qui est sans cesse accompagné par un jugement critique par rapport à l'inspiration. Et enfin, je terminerai cette analyse par l'étude de l'œuvre achevée, l'œuvre qui est la réalisation de l'inspiration telle qu'elle était apparue au début de l'activité artistique.